Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 6. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, le résumé de l'étape, bilan des bleus, top, flop comme d'habitude, et puis les différents classements en fin de vidéo. Une journée qui a été intéressante parce que ça n'a pas débranché de la journée, comme on dit dans le jargon cycliste. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que vous voyez une vidéo voilà, dans votre fil actualité YouTube. Ça permet là aussi de mettre en avant les vidéos. Journée intéressante dans le Massif Central comme souvent. Le Massif Central, on s'ennuie quand même assez rarement dans le Massif Central. Faut quand même le dire, ça fait partie des terrains de jeu très intéressants surtout qui correspond bien au cyclisme moderne, tout simplement, où on a quand même plus de spectacles sur souvent les massifs de moyenne montagne que parfois en haute montagne où on a parfois de l'ennui sur certaines étapes où ça se fait plus à la pédale. C'est vrai que quand ça se fait à la pédale, il y a un peu moins de tactique, il y a un peu moins de suspense parfois dans ce genre de cas. Donc étape qui est arrivée du côté de Ambert pour partir de Clermont-Ferrand, étape qui était très courte aussi, 125 km. C'était un format, je dirais pas sprint, mais pas loin quand même sur ce Tour de France Femmes. Donc on savait que ça pouvait aussi partir un petit peu dans tous les sens. Et à certains moments, ça a été le cas de ce départ dans tous les sens. On commence tout de suite avec cette étape numéro 6 et ça a commencé d'entrée avec une attaque de Victoire Berthaud, là aussi, très souvent l'attaque Victoire Berthaud depuis sa chute sur le Tour de France, c'était l'étape 2 où elle est tombée, Victoire Berthaud, je crois, de tête. Donc Victoire Berthaud qui était à l'attaque et puis ensuite il y a eu des groupes de contre, tout le monde est repris à 119 km de l'arrivée. Ensuite nous avons un groupe avec 4 filles plus Lorena Wiebes, ça va durer 2-3 km et ça sera également repris. Plus attaque de Morgane Coston à 110 km de l'arrivée. Alors Morgane Coston, là encore une fois, ce n'était pas retransmis à la télévision. Donc de ce que j'ai compris, c'est qu'elle aurait été reprise à 100 km de l'arrivée. Et qu'ensuite, il y aurait eu de nouveau une attaque, et à un moment, elle était dans un deuxième groupe également, Morgane Coston, donc c'était un petit peu difficile à comprendre si elle est restée tout le temps devant ou si à un moment, elle a été rattrapée, Morgane Coston. Vous allez avoir une attaque de Linda Zanetti, qui va être joint par Élise Chabet, la Suissesse, maillot à pois, à 97 km de l'arrivée, qui va passer en tête au sprint intermédiaire. Les leaders ne prendront quasiment pas de points du côté de Wiebes et de Vos. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous avons 20 filles devant. Alors là aussi, il y a une petite ellipse narrative du côté de LiveStat. Pourtant, j'ai regardé régulièrement, mais il y a un moment, j'ai un trou à ce moment-là. Comment ces 20 filles sont arrivées sur Alice Chabet et qui avait pourtant 40 secondes d'avance. Bon, voilà, il y a des mystères parfois au niveau du live timing. À 84 km de l'arrivée, Suzanne Anderson de la Uno X qui va tomber. Et puis, ce groupe de 20 qui va se disloquer dans les petites côtes, les deux premières petites côtes de la journée, ce qui fait qu'on va retrouver 12 filles à l'avant, à 75 km de l'arrivée. Nous avons Soraya Paladine et Élise Chabet. Nous avons Amber Crack du côté de la FDJ Suez, Castelline et Gerritse de la SD Works. Nous avons Chapman de la UAE, Lippert de la Movistar, Orietta du côté de la Lidl, Orietta Hansen, pardon, et puis Pfeiffer Georgi de la DSM, enfin de la Picnic maintenant, c'est vrai que je dis toujours DSM alors que c'est la Picnic depuis plusieurs temps quand même, et puis Smulders qui était là avec Ostolazza et donc Morgane Coston. Cette échappée à ce moment-là a 1 minute d'avance. Ça sera un petit peu son avance maximum à cette échappée qu'on ne laisse pas partir, ce qui fait que derrière on roule. On arrive dans la côte de Augerolles
c'est Chapman, on a passé la côte de Rocherolles où Chapman est passé en tête devant Élise Chabet. Élise Chabet qui, elle, avait pris les points de la première difficulté du jour. À 56 km de l'arrivée, on arrive dans le col du Béal et c'est Chapman qui décide de lancer les hostilités. À ce moment-là, le peloton est à 53 secondes. Mais derrière, eh bien, ça va juste lâcher Guéretze, Gorgui, Pfeiffer Gorgui à ce moment-là. Et bien à 37 km de l'arrivée, l'écart est de 31 secondes. On arrive au sommet où Chabet va prendre les points, mais devancée. Elle est devancée au sommet de ce col du Béal par Smulders à ce moment-là. En tête de course, à 35 km de l'arrivée, on retrouve Chabet, Lippert, Paladin. Et puis ce groupe-là ne va pas durer très longtemps parce que Chabet va se retrouver toute seule à 34 km 500 de l'arrivée. Au même moment, Sarah Giganti est lâchée car nous sommes dans une descente, ce qui va être un peu le running gag presque de l'écart des 40 derniers kilomètres. Et puis ensuite, on va avoir une première accélération de Shirin Van Onrooy et de Bauernfein. Et puis derrière, en contre, une fois qu'elles sont reprises, attaque de Maëva Skiban. On est à peu près à 32 km 500 de l'arrivée. Maëva Skiban qui va prendre très vite une minute d'avance à 30 km de l'arrivée. On arrive au col de Chancer, Skiban passe en tête, deuxième Élise Chabet, derrière c'est Élise Chabet qui roule, mais elle était déjà dans l'échappée pendant une grande partie de la journée, donc l'écart augmente, à 15 km de l'arrivée, cet écart est de 1 minute 26, et on se dit qu'à ce moment-là, ça va être quand même extrêmement dur de rattraper Maëva Skiban, qui ne s'écroule absolument pas, qui continue de se nourrir correctement, de s'hydrater avec la voiture à côté, qui lui prodigue des bons conseils. Le sprint bonification à 12 km de l'arrivée, Skiban en tête devant le cours et Neviadoma qui prennent les dernières secondes de bonification. Alors on a beau avoir une attaque de Rouillekers à 10 km de l'arrivée, puis Juliette Labousse qui prendra la deuxième place de cette étape. Personne dans le peloton n'arrivera à reprendre Maëva Skiban de la UAE Team ADQ qui s'impose. Première victoire pour elle sur le Tour de France, première victoire française également de cette édition du Tour de France. On aura moins attendu que pour les garçons, certains diraient du côté de cette étape. La note de cette journée, 15 sur 20, belle journée de cyclisme. Il n'y a eu aucun temps mort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu des choses qui se sont passées. Le peloton, je pense qu'aujourd'hui, les filles, ça n'a pas été une journée de repos. Alors, je pensais que ça arriverait plus tôt que ça, même. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu le scénario de la course, dès le début de journée où ça attaque, où ça roule fort, je me suis dit, oulala, on va arriver à 17h20, 17h15, et puis au final, on est arrivé à 17h40. Mais ça a roulé quand même sur la première heure de course. Je crois qu'on était encore à 41,5. Donc, un petit peu comme les garçons. On a des premières heures de course chez les filles qui sont quand même très rapides. Et puis après, derrière, on a eu ce groupe de 20, mais qui au final n'a pas duré très longtemps. Il a duré une quinzaine de kilomètres, ce groupe de 20. Et tout le temps, ça a attaqué, ça a relancé. Et puis, une victoire française, mais une victoire française... Enfin, c'est une victoire surtout bien amenée par Maëva Skiban qui a vraiment été intelligente dans le moment où elle a attaqué. On en avait déjà parlé hier sur l'étape 5 quand il y avait eu l'attaque de Chapman qui avait attaqué au bon moment. J'avais dit Chapman quand elle a attaqué, elle avait bien vu que la fille la plus rapide du groupe était en train de se battre un petit peu avec ses bidons dans le porte-bidon. Et bien là, pareil, l'attaque de Skiban, elle se fait au bon moment. Donc ça, j'ai bien aimé, vous savez, j'aime bien quand il y a de la tactique, mais quand c'est bien fait. Là, c'est bien fait par Skiban. Derrière, ensuite, des super jambes du côté de Skiban, mais ça, on l'avait vu du côté de la Bretagne. Et puis derrière, surtout, ça se regarde. Un petit peu comme depuis le début de saison, on a le sentiment à chaque fois que les grosses équipes ne veulent pas forcément prendre le manche du peloton, démarrer la poursuite. Donc ça se regarde. Alors... là, ça leur a coûté une victoire, comme ça avait coûté une victoire sur le Het Nieuwsblad où ça s'était regardé, puis l'échappée s'était imposée. Parce qu'il y a un moment, quand on a des filles de talent à l'avant, faut pas leur laisser 1 minute 30, 2 minutes. Là, de toute manière, même avec 45 secondes, vu la forme qu'elle avait Maëva Skiban, elle n'aurait pas été reprise aujourd'hui. Donc magnifique
victoire de la Française. Et puis ça fait du bien parce que on voit déjà l'an dernier Cédrine Karbol, mais cette nouvelle génération française, hein, avec Julie Bégaud également qui a le maillot blanc pour le moment, et qui court intelligemment pour le maillot blanc, mais on voit cette nouvelle génération qui arrive très talentueuse. Et on se dit, pourquoi pas arriver dans 3 ans, 4 ans, d'une vraie bagarre sur les championnats du monde, Pays-Bas-France, sur certains terrains. Je pense que ça sera possible, et ça ne sera pas un truc exceptionnel. On a une densité en ce moment qui arrive. Ça, c'est skiban, par exemple, c'est les filles en fait de Pauline Ferrand-Prévot. Hein. Parce que Pauline Ferrand-Prévot, quand elle a été championne du monde en 2014, forcément ça a créé des vocations hein, derrière Pauline Ferrand-Prévôt. Et ben les Maëva Skiban et autres, c'est peut-être en voyant les exploits de Pauline Ferrand-Prévot qu'elles ont décidé de se lancer dans le cyclisme. Et ça aussi, ça a son importance. D'avoir des têtes d'affiche à un moment, ça permet derrière de renouveler plus facilement les générations, et peut-être que demain ou après-demain, on aura des filles qui vont vouloir faire du vélo parce qu'elles ont vu la victoire de Maëva Skiban, parce qu'elles ont vu l'an dernier la victoire de Cédrine Karbol. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, forcément on va mettre en avant Maëva Skiban. Hein. Super bien couru de la part de Skiban, qui avait beaucoup de force dans la fin d'étape. Elle l'avait montré déjà, encore une fois, quand elle était partie en échappée en Bretagne, qu'elle était en capacité de tenir très longtemps. Et elle nous l'avait déjà démontré l'an dernier sur le Tour de France, où elle avait résisté au retour du peloton sur l'étape du samedi. Elle avait pris une magnifique 2e place, je me souviens à ce moment-là, où j'avais dit, si Arkea n'arrive pas à la conserver, elle va certainement rejoindre une grosse formation. Si UAE a décidé de la récupérer, UAE aujourd'hui c'est quand même l'argent de l'émir, ils font pas n'importe quoi derrière. Donc je pense qu'ils ont senti qu'il y avait un gros talent, et surtout vu le recrutement qu'ils ont fait l'an dernier, parce qu'ils ont déjà recruté Longo Borghini, et ils ont quand même trouvé un peu de budget pour avoir Skiban. Donc ça montre quand même qu'on l'avait dans le viseur du côté de cette formation, et qu'on voulait à tout prix la récupérer. Bon, derrière, au mois de mai, grosse blessure, on voit qu'il y a encore des séquelles, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une énorme bande de tapping qui était sur l'arrière du bras. Vous savez, ce tapping noir, cette bande noire qui est remontée, je pense, au niveau des cervicales, au niveau de l'épaule. Donc ça veut dire qu'il y a encore des douleurs à cet endroit-là. Un peu comme Remco Evenepoel aussi, qui a du tapping un peu partout sur l'arrière des épaules quand il court. Ça veut dire que ça a tapé fort quand même, hein, avec voilà, elle a été percutée par une voiture, hein, tout simplement, mais UAE lui a fait confiance aussi en lui disant tu seras prise sur le Tour de France. C'est ce que disait très bien Paul Brousse, le sélectionneur. Et puis après derrière, elle a fait le travail parfaitement, enfin vraiment impressionnante dans le final sur les 30 derniers kilomètres. Enfin, à un moment je regardais, elle a rien perdu sur la Bousse. La Bousse, elle s'est cassé les dents hein, sur Skiban. Et puis il y a d'autres filles qui ont tenté d'attaquer, et ça n'a pas forcément réduit l'écart. En gros, le 1 minute 30 qu'elle a réussi à récupérer à 17-18 km de l'arrivée, cette minute 30, elle l'a gardée pendant 20 bornes. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça montre une grande puissance, et surtout une bonne fraîcheur physique hein, de la part de Maëva Skiban, une grande endurance du côté de la Française. Donc vraiment bravo du côté de Maëva Skiban, qui a bien su profiter hein, du fait que son équipe avait quand même perdu sa leader. Et puis aujourd'hui, c'est aussi une récompense pour UAE, parce qu'on a beaucoup vu Brody Chapman, qui était encore à l'attaque aujourd'hui. Et puis dans le groupe derrière, il y avait encore la Polonaise, j'ai oublié son nom, Wlodarczyk. Voilà, je savais que c'était comme une lanceuse, c'est comme la lanceuse de poids. Enfin la lanceuse de marteau plutôt, Wlodarczyk en athlétisme. Donc voilà, c'est plutôt une très belle journée voilà, pour cette équipe UAE. Et puis Skiban, ouais, comme je disais, c'est la nouvelle génération française, cette génération espoir, alors là, qui est plus totalement espoir, mais une génération avec beaucoup de talent. On le voit aussi avec des filles comme Célia Lemouel, bien entendu Julie Bégaud, Tissia Rio, qu'il ne faudrait pas oublier, du côté d'Arkea. Donc Maëva Skiban, Cédrine Karbol, qui doit avoir 24 ans, je crois, de tête, Cédrine. C'est toute cette génération-là qui a énormément de talent. Et je pense que quand cette génération-là va arriver vraiment au sommet,
vraiment les Pays-Bas devront se méfier. Leur adversaire numéro un, ça sera peut-être plus forcément l'Italie, ça sera peut-être plus la France. Et on voit quand même les progrès en France, parce que le cyclisme féminin, il y a 10 ans, c'était Pauline Ferrand-Prévot, et un peu que Pauline Ferrand-Prévot, presque, mais il y avait 2-3 filles qui arrivaient à tenir au niveau mondial, mais c'était très très difficile. Et on voit l'évolution quand même du cyclisme féminin français. Et il faut saluer des Aude Bianic, des Audrey Cordon-Rago aussi, qui ont permis ça, de créer de la densité. Et cette densité, aujourd'hui, on la voit. Et c'est ce qui va permettre de créer de l'émulation aussi entre ces différentes filles. Et puis ce qui va être important pour des championnats du monde ou des championnats d'Europe aussi. Parce que les championnats d'Europe en France, là on a des filles qui ont du talent et qui peuvent aller loin sur les championnats d'Europe. Parce que les championnats du monde vont s'enchaîner avec les championnats d'Europe. Et une Maëva Skiban, tiens, ça peut être intéressant pour un Paul Brousse. Peut commencer à cogiter un petit peu sur sa sélection pour ces deux épreuves qui vont suivre. Et en gros, celles qui feront les championnats du monde auront beaucoup de mal à faire les championnats d'Europe derrière, à cause du délai, du voyage, du temps de récupération. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Je voulais mettre en avant également une fille de la Saint-Michel, Aubert, préférence home, 93. J'ai pas dit c'est Saint-Michel, préférence home, Aubert 93, j'étais pas dans le bon ordre. Émilie Morier, 25e de l'étape. Pour le moment, Émilie Morier, elle est 43e du général. Pourquoi je la mets en avant, Émilie Morier? Professionnelle depuis un mois. Elle est professionnelle depuis juillet. Voilà. Et comme quoi, le talent, des fois, ça met un petit peu de temps à arriver, parce qu'Émilie Morier, 28 ans. Alors je crois qu'elle a fait du triathlon avant, Émilie Morier, mais pour l'instant elle fait elle a fait du triathlon même à un très bon niveau. Mais oui, dans le club de Poissy, parce qu'elle a été championne de relais mixte notamment. Et là, ça envoie vraiment du pâté en ce moment du côté de la Française, qui fait aussi toujours des Ironman. Je vois parce qu'à Gesolo, elle a pris une 3e place sur un Ironman 70.3, donc des sortes de demi-Ironman. Mais là, en ce moment, elle a un niveau, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que là aussi, sur un profil grimpeuse. Et puis, elle est chez Saint-Michel, le préférence Home Aubert 93, mais c'est une fille qui, avec un peu d'expérience aussi du côté du monde professionnel, va prendre un peu de la caisse. Donc ça va être bien, on a une génération là qui est très intéressante. Et puis Émilie Morier, passer d'une discipline à une autre, c'est pas toujours évident. Alors, on voit de passer du VTT, mais alors le triathlon, c'est quand même un autre monde. Et on le disait avec Mavi Garcia, qui elle a connu le duathlon, c'est pas toujours évident de passer d'une discipline à une autre. Donc bien fait par Émilie Morier, qui était déjà chez les amateurs depuis 2-3 ans aussi, où elle a déjà pris quelques repères. Mais assez impressionnant quand même, cette 25e place. Encore une fois, elle est dans un groupe où il y a Tissia Rio, devant Ludwig, devant Chabet, devant Castellain. Enfin, voilà quoi, elle devance pas des jaunes rigolos derrière. Donc c'est vraiment pas anodin comme type de résultat. En plus-moins, la FDJ. Alors j'irai plus-moins pourquoi? Certains vont me dire, bon, on a vu quand même encore une fois la puissance collective de cette formation. Ça c'est clair et net. Notamment Juliette Labousse, musique qu'au final on n'a pas utilisé, qui est toujours au chaud avec Vollering. Donc ça c'est très bien, c'est vrai qu'en termes de puissance collective aujourd'hui, la FDJ, pour l'instant j'ai pas vu une équipe qui est en capacité de rivaliser. Même Edge Assurance c'est un peu en dessous, la Canyon n'est pas en capacité de rivaliser avec ce que fait la FDJ Suez. Non, je dirais petite déception aujourd'hui. C'est à la fois du côté du classement de la montagne où Chabet s'est fait avoir du côté de la côte de Gerolles. Et ça, c'est dommageable dans cette côte-là où elle perd un point. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais bon, la haute montagne, quand elle va arriver et que les leaders vont commencer à se chauffer, avec aujourd'hui le barème, comment il est fait, c'est bien quand même de prendre un petit peu d'avance, surtout que Chabet, elle, va avoir un rôle d'équipière. Et puis aussi au niveau des sprints bonification, où là, aujourd'hui, du côté de Vollering, pour l'instant, on a pris 0 secondes sur cette étape. On s'est retrouvé plusieurs fois 4e. Ça veut dire qu'on a fait des efforts, mais qu'on n'a pas pris de seconde de bonification par rapport à Hakim Lecourt ou encore Juliette Labousse ou Maëva Skiban.
Donc un petit peu, même Nevia 2 m'a pris des secondes de bonification, donc un petit peu dommageable voilà, du côté de la FDJ Suez. Il y a du bon avec notamment Juliette Labousse qui, je pense, est de mieux en mieux au fur et à mesure des jours. Donc ça promet des choses intéressantes pour Evita Music. Vu comment elle a fini le Giro Evita Music, elle continue vraiment sur sa lancée et je pense qu'elle sera vraiment une équipe qui est importante pour Vollering. Là aussi, Vollering semble en forme, mais il faut prendre les secondes. Voilà, et c'est pas terrible de faire des efforts dans le vide. Demandez à Lenny Martinez. Carbaol, elle a tenté dans la descente, là aussi. J'ai l'impression que sur le début de Tour de France, elle avait un peu du mal à se mettre dans le rythme. Et là, c'est de mieux en mieux pour Cédrine. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais pour le moment, voilà, belle descente. Elle avait une équipière en plus avec elle pendant très longtemps sur l'étape, bah, c'était Vallière. Qui était avec elle, la Canadienne. Donc ça a pu la protéger aussi un petit peu, hein, parce que c'était un peu la difficulté les derniers jours où je trouvais que c'était un peu désordonné du côté de l'équipe EF Education Watley. Donc là, c'était beaucoup mieux sur cette étape. Je trouve qu'il y avait plus d'organisation. Et puis oui, bah, dans la descente, elle a essayé. Et je pense qu'elle va retenter demain. Hein. Et demain, la descente, elle est corsée. Hein, elle est très très corsée. Demain, la descente, et le final est dangereux. Moi, on y reviendra lors de la présentation de l'étape à 7h demain. Teasing. Incroyable. Mais Carbol, oui, il va falloir s'en méfier demain, hein, très clairement. Et puis, Pauline Ferrand-Prévot, au calme aujourd'hui. Voilà, elle a dit hier, c'est qu'elle a attaqué trop tôt. Elle a mis trop d'énergie dans le sprint intermédiaire. Et ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de mal à enchaîner ensuite sur la fin de l'étape. Voilà, on a trop mis. Bah, elle disait, hein, 10 ans, enfin pas 10 ans, mais 8 ans sans faire de route, forcément il faut retrouver des habitudes. Elle n'a pas fait de course par étape, aussi à part l'UAE Tour, qui dure que 3 jours. Ah si, puis elle avait fait 4 jours sur la Vuelta, j'avais oublié, j'avais un doute avec la Vuelta, j'avais un doute sur ce qu'avait dit Nicolas G. Mais forcément, bah, au bout de 5-6 jours, tu sais pas trop comment ton corps réagit, donc là... Journée tranquille du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Par contre, dommage, c'est que son équipe est très faible. Hein. On l'a vu encore aujourd'hui. En gros, il n'y a que Eva Van Dijk qui arrive à suivre la cadence. C'est vrai qu'il manque Marion Bunel qui est tombée, qui semble pas au mieux physiquement, qui était très tendue dans la descente, peut-être parce qu'elle a des soucis pour avoir des sensations au niveau pilotage. Peut-être au niveau de son poignet, parce qu'il semblerait qu'elle se plaignait énormément de son poignet, ce qui fait que Pauline Ferrand-Prévot est un petit peu seule. Et ça, c'est pas l'idéal quand bah, ça va être tactique ou quand il va y avoir des attaques. Et encore une fois, la FDJ est en surnombre, on l'a bien vu. La Canyon SRAM arrive parfois à mettre quelques éléments également, avec notamment Bauer Fine. Donc là, il va falloir faire très attention du côté de Pauline Ferrand-Prévot dans ce genre de situation. Et puis j'ai mis en flop, dommage Cavallard du côté de la Arkea qui abandonne aujourd'hui, mais on l'avait compris hein, sur les derniers jours. Moi j'avais été assez surpris qu'elle perde pas mal de temps, Cavallard, sur pas mal de journées. Il semblerait qu'elle était malade. On a des virus, il y a un virus qui traîne, je pense, du côté du peloton. Donc elle a abandonné comme Ottestad, la Norvégienne, et Bourlova de la Ceratizit. Voilà les 3 abandons du jour. C'est vrai que Cavallard, c'est un petit peu dommageable du côté de l'Autrichienne, parce que c'est vrai que c'était la meilleure chance pour la Arkea pour avoir un très très bon résultat. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou. Les coureuses au top, eh bien, je commence avec Kim Lecourt. RAS aujourd'hui, et même plutôt la bonne opération. Vous avez 4 secondes de bonif au sprint intermédiaire, enfin au sprint bonification, pardon, avec la 2e place. Et puis derrière au sprint, bah, elle prend encore des secondes de bonification. Les adversaires directs, Vollering, Nevia Doma, bah, elles ont encore perdu du temps au final sur Kim Lecourt, qui redémontre encore une fois que sur la moyenne montagne, elle ne pourra pas être lâchée. Il va falloir maintenant attendre samedi, je pense. C'est samedi hein, la vraie réflexion autour de Kim Lecourt. Comment elle va réussir à tenir en haute montagne par rapport à Vollering, par rapport à Nevia Doma notamment. Mais pour le moment, elle tient vraiment la cadence. Hein, Kim Lecourt, on l'a vu, encore une fois, très 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 forte. C'est elle qui a le plus de punch, donc un peu à la manière d'un Pogacar, elle collectionne les bonifications.
Et c'est vrai que derrière, on fait un peu gérer Griezmann. Je dirais pas totalement Griezmann, mais je pense qu'elle commence à inquiéter. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, au bout d'un moment, elle va peut-être craquer, Kim Le Cours. Sauf que ça n'arrive toujours pas du côté de la Mauricienne, qui enchaîne les bonnes performances. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, le fait que elle ait pris encore des secondes de bonification, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle n'a pas paniqué quand ski banc a accéléré. Ils ont plutôt bien géré l'échappée parce qu'il y avait des filles qui étaient un peu dangereuses au classement général à l'avant, qui étaient à 1 minute 30, donc elles ont très très bien contrôlé du côté de la LG Insurance. Par contre, du côté de la LG Insurance, va falloir faire un vrai stage à la fin de saison sur maniement du vélo. Hein. Parce que Urs Kasigard Giganti, même combat hein, sur le vélo. Ce qui fait qu'au final, Guéquiereux, elle a plus bossé pour le Giganti que pour le Cours. Là, je pense qu'il y a eu une erreur dans la voiture. Il y a eu une erreur parce que Giganti, on sait qu'elle n'est pas à l'aise dans les descentes. Donc soit il fallait la forcer à attaquer dans les fins de montée parce qu'on sent qu'elle est plutôt en bonne jambe, qu'elle a plutôt des bonnes jambes, et surtout contrairement à d'autres qui ont du mal à encaisser le Tour d'Italie, elle a l'air de plutôt bien s'en sortir. Mais il y a un moment, ta leader en ce moment c'est le Cours, alors à part si tu ne crois pas en elle en haute montagne, et dans ce cas là bon ok d'accord, mais Gigante il faut qu'elle reprenne du temps par rapport à Vollering et par rapport à d'autres, et moi je pense très clairement que Gigante il fallait pas l'attendre hein. Alors Guéquiereux, elle a fait beaucoup d'efforts, elle l'a ramené à chaque fois, mais alors Guéquiereux, elle a consommé une énergie folle, encore aujourd'hui, la championne de Belgique, a ramené tout le temps Giganti, c'était presque un running gag, quoi. À chaque descente, elle se prenait 30 secondes dans la vue, et c'est vrai que c'est trop récurrent, et comme on a au final qu'une arrivée au sommet, alors que les mouches m'embêtent. Voilà, je m'excuse, hein, il y en a une qui est passée devant la webcam. Les mouches sont de retour. Là, on a vu qu'une quinzaine de jours, il faisait pas très chaud. Là, il fait 25 degrés, ça y est, il y a le retour des mouches. Vive les vaches à côté et les animaux. Mais oui, Guéquiereux, elle a dû faire beaucoup de travail à chaque fois pour ramener les filles, pour ramener Giganti. Et ça, c'est de l'énergie qui, je pense, n'a pas été utilisée à bon escient. Donc, pour moi, c'est... Voilà, il y a un vrai stage à faire en fin de saison du côté d'LG Insurance. Stage de maîtrise du vélo. Parce que c'est vrai que c'est quand même une équipe, on l'a vu sur le dernier Tour d'Italie. Hein. Sur le coup de bordure, les trois se sont fait avoir. Avec également la jeune Belge de 19 ans, j'ai oublié son nom. Mais elles se sont toutes fait avoir. Et là, non, quand tu es dans le cyclisme professionnel, il y a un moment... Si tu veux obtenir des victoires, il faut savoir maîtriser son vélo un minimum. Et là, c'est le problème. Et Giganti, demain, la descente vers Chambéry, ça va être une catastrophe hein, pour elle. Hein. Elle va prendre 2 minutes dans la vue, hein, je pense, demain, du côté de Chambéry. Si on attend encore Guéquiereux, là, ça va être une très mauvaise idée. Bon, deuxième coureuse au top, Royekers. Oui, parce que pour moi, c'est plutôt la bonne nouvelle pour la Phoenix de Koenig. Jusqu'à maintenant, l'équipe c'était un peu la soupe à la grimace, je vais dire ça comme ça, parce que Pete Peters n'a pas vraiment existé hier, parce que on a beau le dire, hein, mais du côté de cette formation, on attendait peut-être plutôt l'ogre à 2 têtes du côté de cette équipe avec Castelline. Et puis les problèmes mécaniques de Schoenberger, j'ai l'impression qu'elle n'en a pas eu aujourd'hui Schoenberger, ou soit j'ai raté le moment où elle a eu un problème mécanique, mais c'est vrai que c'était un peu la soupe à la grimace du côté de cette équipe, avec des filles qui avaient perdu pas mal de temps, et là Royekers, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour, parce qu'on a toujours un leader pour le classement général, qui est pas trop mal au final. Royekers, elle est 6ème au général à 53 secondes, elle, on sait que la montagne, elle adore ça, donc la haute montagne, elle devrait vraiment bien s'en sortir, et puis surtout, là on peut avoir une masterclass avec Castelline qui catapulte Royekers. Castelline à son service, ça peut être pas mal. Alors Castelline semble pas avoir des super jambes, mais même une Castelline à 60%, c'est toujours intéressant à prendre. Là aussi, un Castelline, Tour d'Italie, Tour de France, difficile d'enchaîner entre ces deux courses. Hein. Ouais, Royekers, très intéressant je trouve aujourd'hui, avec une Phoenix de Koenig qu'on a encore vu à l'avant du peloton, notamment dans le col du Béal. C'est une équipe qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités et à accélérer quand il le faut. Donc là, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du côté de cette équipe aujourd'hui. Du côté de Royekers, qui je trouve, quand elle a accéléré notamment à 9 bandes de l'arrivée,
Je trouvais qu'il y avait pas mal de punch et que c'était quand même très intéressant ce qu'elle mettait en place. Donc il faudra faire attention à elle. Et puis je termine avec Van Pachtenbeke, la jeune Belge. Moi je pensais pas qu'elle grimpait aussi bien, Van Pachtenbeke. J'ai été surpris, moi je l'avais vu sur les classiques flandriennes. Bon après on n'a pas fait tout le calendrier féminin. Sur le tour international des Pyrénées, je crois qu'elle avait fini 16e au mois de juin. J'avais vu les 2 étapes de montagne, donc oui, sur le col du Soulor, elle m'a pas marqué, pour tout vous dire. J'avais vu également la première étape, j'avais pas vu l'étape du côté de Pau. Et puis je vois qu'elle a fait également la Périgord Ladies où elle a fini 3e. Elle avait fait également 4e du festival Jacobs à Garniche. C'est au Luxembourg. Et puis moi je l'avais vu également en début de saison sur Milan où oui je l'avais vu dans le classement avec une belle 19e place. Donc ouais, un résultat vraiment bien pour elle sur de la moyenne montagne, alors ce qui a l'air d'être un registre qu'elle affectionne, hein, parce qu'à Barbazan, sur la première étape du Tour des Pyrénées internationales, il y avait... Ah non, je pensais que c'était moins plat que ça. Il y avait 1068 mètres de dénivelé positif. Elle avait été vraiment très intéressante derrière Elin Johnson, sa coéquipière, et Ellie Wooleston, qui avait été magnifiquement emmenée ce jour-là par Marie Lenette. Ellie Wooleston en passant. Et là, ouais, sur ce Tour de France, pour l'instant, ça se passe bien. Là aussi, en embuscade, elle est 24e parce qu'elle n'a pas fait forcément un bon résultat à Plumelec. On avait perdu du temps, elle a fini 103e à Plumelec. Mais elle reste en embuscade, et puis là, c'est un bon résultat. Et puis encore une fois, cette jeune génération, enfin cette équipe Walker Vessel qui arrive toujours à trouver des très bons talents. C'est vraiment le talent de cette formation, là ici, Van Pachtenbeke en Belgique, qui est arrivée assez tard au cyclisme également, hein, 24 ans. Margot Van Pachtenbeke. Alors qu'est-ce qu'elle faisait avant Van Pachtenbeke. Mais oui, c'est la bonne performance du jour. C'est ce que dit notamment la RTBF. Là, je suis en train de voir du côté de Van Pachtenbeke le site de la RTBF, le site du soir également, qui ont bien aimé la performance de la Belge, qui est une duathlète. Voilà. C'est pour ça qu'elle est arrivée un petit peu plus sur le tard, comme on le voit souvent du côté du cyclisme. Elle a vu des bons résultats en duathlon, elle est née à Mons, voilà. Elle a été championne de Belgique, voilà, en duathlon. Voilà, et puis elle avait gagné une course notamment en haut du mont Kemmel, voilà, du côté de sa carrière. Donc, et elle a fait les Jeux 2024 aussi, Van Pachtenbeke, où elle avait pris la 43e place de l'équipe de Belgique. Voilà, donc ça commence à faire partie des bons talents. Et là, pour l'instant, ça se passe vraiment bien pour elle sur cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les bonnes et dames du jour. Les bonnes et dames du jour, on commence avec Liane Lippert. Le syndrome Giro qu'on voit, hein, sur ce Tour de France. C'est vrai, quand elle était dans l'échappée, on se dit quand on voit l'échappée, il y a Ostolazza également, mais elle doit être dans les 3-4 dernières à être rattrapée. Or, elle est lâchée très vite au final, Liane Lippert. Et puis bon, elle s'est fait traverser par le peloton, mais pas les jambes. Pas les jambes, tout simplement. Là, c'est un parcours vraiment qui doit normalement lui convenir. On est sur de la moyenne montagne, c'est ce qu'elle aime, hein. Liane Lippert. Sur la haute montagne, elle est un peu limitée dès qu'on commence à passer un petit peu en altitude. Par contre, en moyenne montagne, là, c'est vraiment son terrain de jeu. Et elle se fait complètement exploser sur cette étape. Encore une fois, la difficulté d'enchaîner Tour d'Italie, Tour de France cette année, on le voit, hein. Toutes les filles qui ont fait le Tour d'Italie, à part encore une fois Giganti et Ostolazza également, hein, qui s'en est plutôt bien sorti aujourd'hui. On verra pour la suite, mais ça a été très compliqué. Et c'est vrai que Liane Lippert, la journée a pas forcément été facile pour elle, parce que l'échappée, elle a assez peu existé dans cette échappée de 20 puis de 12. Lâchée extrêmement vite. En fait, elle est lâchée juste avant les sprinteuses, quoi.
Donc elle a vraiment explosé au moment de Gerritse, de Amber Crack, quasiment, elle a explosé à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est une fille qui est capable de faire mieux que ça. Voilà l'Allemande, mais c'est vrai que pour la Movistar, ce Tour de France est pas évident. Alors on essaye d'exister avec les échappées, mais c'est vrai que c'est pas une course facile. On a eu quelques top 5, mais bon, c'est vrai que l'abandon de Marlene Reusser dès le départ de la course a un petit peu chamboulé cette formation qui ne s'attendait pas forcément à vivre un Tour de France comme celui-là. Et du côté de Liane Lippert, ouais, c'est vrai que je m'attendais à mieux sur l'étape du jour, mais elle aussi, hein, les Tours de France des fois sont compliqués pour Liane Lippert. Elle s'en sort un peu mieux sur le Tour d'Italie, mais c'est vrai qu'elle avait fait vraiment du très très bon travail. Je rappelle qu'avec Gio Giganti, ce sont les deux seuls à avoir remporté 2 victoires d'étape sur le dernier Tour d'Italie. Mais derrière, ça n'a pas enchaîné en termes de résultats aujourd'hui. Donc bien dommageable pour Liane Lippert, l'Allemande de la Movistar. Deuxième bonne année du jour, la Canyon. Oui, compliqué aujourd'hui la Canyon. Hein. Compliqué. Non, alors c'est bien pour Neviadoma. Neviadoma, super. Elle prend en plus 2 secondes de bonification, donc c'est super. Par contre, collectivement, c'est surprenant la manière dont on a couru, je trouve, du côté de la Canyon SRAM. Parce que Cécile Uttrup-Ludwig, assez inexistante quand même pour le moment sur ce Tour de France. On est loin de la Cécile Uttrup-Ludwig, vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2022. À l'époque, à la FDJ Suez, qui avait fait un numéro qui était vraiment très forte à ce moment-là. C'est vrai qu'elle a vraiment régressé, je trouve, Cécile Uttrup-Ludwig. Et je trouve que même, j'ai pas compris l'attaque de Bauernfeind. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, elle va laisser toute seule Neviadoma. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt rester avec Neviadoma à ce moment-là, attaquer plus tard? À l'attaque, quand même, il reste techniquement le sprint bonification. Et moi, je me disais, peut-être qu'on aurait pu faire un énorme tempo au moment du sprint bonification du côté de la Canyon pour emmener Neviadoma, pour durcir pour Neviadoma, parce qu'on sait que le gros problème de Neviadoma, c'est le punch. Par contre, si tu emmènes un gros tempo, elle est capable de faire la différence et d'user surtout ses adversaires. Il fallait peut-être user ses adversaires à ce moment-là, sauf que Bauernfeind, l'énergie qu'elle a mis dans son attaque, derrière ça a été plus compliqué. Puis surtout, on ne l'a pas revu quasiment à la tête du peloton, et c'est vrai que c'est surprenant même. Parce que comme disait Jalabert, à un moment, tu avais autant quasiment de FDJ que de Canyon SRAM. Donc on s'attendait à ce que les Canyon SRAM roulent en même temps que la FDJ. Sauf que pas du tout. On a vu les FDJ, oui, compris leurs responsabilités, mais pas du tout les Canyon SRAM aujourd'hui sur cette étape. Donc c'était étonnant la manière dont on a roulé. Donc je trouve que oui, Neviadoma bien, mais je pense que si on avait peut-être mieux joué collectivement du côté de la structure, on aurait peut-être pu faire quelque chose d'intéressant. En plus, on avait mis du monde à l'avant. Du côté de la Canyon SRAM, c'était pas le cas de toutes les équipes. Donc on aurait pu se servir également, pourquoi pas, pour faire le tempo à un moment dans le col du Bréal, sauf que on n'a pas fait quelque chose. Donc dommage, voilà, du côté de la Canyon. Et puis Cécile Uttrup-Ludwig, difficile quand même, hein, depuis quelques temps. C'est vrai qu'on est loin de la Cécile Uttrup-Ludwig de 2022. Je dirais qu'elle arrive à obtenir des très grands résultats. Ça fait depuis 2 ans que c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Elle est devenue même équipière seulement de Neviadoma. Elle n'est plus leader. Désormais, Cécile Uttrup-Ludwig, alors qu'à une époque, elle était leader à la FDJ. C'est vrai qu'elle est vraiment rentrée dans le rang du côté de la Danoise. Et puis je termine avec la Lidl Trek. Parfois vous perdez d'un être et tout est dépeuplé du côté de la Lidl Trek. Ils connaissent en fait ce qu'a connu la Movistar quand ils ont perdu Van Vleuten et qu'ils avaient anticipé en pensant que Lippert allait suffire, puis qu'ils se sont aperçus que en fait Liane Lippert en haute montagne c'est pas ça. Et puis que Liane Lippert traversait un moment compliqué dans sa carrière, elle avait de moins bonnes jambes que ce qu'elle a actuellement. Ils subissent la même chose à Lidl Trek. Ils ont perdu Longo Borghini qui est passé chez UAE. Et ils pensaient peut-être que Gaillard Aligny allait retrouver des couleurs. Sauf que Gaillard Aligny cette année est transparente, elle n'est même pas sur ce Tour de France. Et comme je disais hier, Nim Fisher Black, aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle a atteint un peu un plafond de verre en termes de résultats. Elle finit avec, je crois, Van Onroy,
qui finit, je crois, à ses côtés. Mais elles perdent encore du temps aujourd'hui. Elles perdent pas mal de temps même hein, dans le peloton. Donc le général, c'est mort hein, au final pour la Lidl Trek aujourd'hui. Elle finit à 3,21, donc à quasiment 2 minutes du groupe Le Cours, Pinard et tout ça. Donc ouais, ça commence à être loin. Elle finit avec Gontova, Ostolazza et Willy. En parlant de Gontova, Winspace, pas mal, hein, quasiment dans le top 20 aujourd'hui. Mais Finn Fischer-Black, c'est difficile. Et puis c'est vrai que les Lidl Trek ont perdu également Balsamo en début de course, qui n'a jamais été en très grande forme. Il passe un petit peu à travers ce Tour de France, voilà, hein, du côté de l'équipe. Alors déjà, le Tour d'Italie n'avait pas été facile. Heureusement, on avait eu Anna Anderson qui avait pris le maillot rose lors de son duel face à Dilixin Miermont et qui avait remporté une étape. C'est vrai que la saison 2025 de la Lidl Trek est moins bonne en résultat, je dirais, que les saisons précédentes. On est à 14 victoires hein, pour le moment, avec du Balsamo, du Van Dijk également, Anna Anderson donc, sur le Tour d'Italie. Mais on a un peu plus de mal à obtenir des résultats. Si je regarde par rapport aux saisons précédentes, je vais avoir du mal à trouver les chiffres. Mais si on regarde en statistiques, les résultats sont un peu moins bons, j'ai l'impression. On a un peu du mal à accélérer le rythme quoi, en termes de performance. Enfin voilà, c'est mon avis, parce qu'en termes de victoire, là, je m'aperçois qu'à part en 2022, où vous avez réalisé 34 victoires, on est à peu près dans la moyenne hein, de l'équipe, donc ce qui est plutôt bien vu que la saison est loin d'être finie. Par contre, j'ai l'impression qu'en résultat pur, on est moins bien voilà, en termes de points. Donc, il faudrait voir ça. J'ai l'impression qu'on est plus en difficulté que les années précédentes. Donc voilà, petite déception de ce côté-là. Sachant qu'on est quand même dépendant de 5-6 filles hein, dans cet effectif. Il y a des filles. Et puis on a un effectif également où on va perdre Denian et je crois Van Dijk également dans cet effectif. Il va falloir se renouveler, voilà, on va partir sur un nouveau cycle du côté de la Lidl Trek, et là on sent qu'on est entre les deux cycles, et qu'on a du mal à obtenir des résultats. Il va falloir trouver une nouvelle génération de stars du côté du cyclisme féminin à la Lidl Trek. On passe aux différents classements. Skiban, donc vainqueur aujourd'hui, une 0,9 d'avance sur la Bousse, une 13 sur Kim Lecourt, qui prend donc 8 secondes de bonification aujourd'hui, donc très belle opération. Devant Vollering, Vlodarczyk, Van Pastenbeke, Ferrand, Prévost, Valdière, Rouillekers, Peters et Van der Breggen qui fait 11e. Un peu plus discrète aussi, comme Ferrand, Prévost, Van der Breggen aujourd'hui, on l'a un peu moins vu. Du côté du classement général, donc la bonne opération du jour, c'est pour Kim Lecourt, qui se retrouve à avoir 26 secondes d'avance sur Ferrand, Prévost. Vous voyez quand même 34 secondes de bonification hein, pour Kim Lecourt. C'est impressionnant en 6 étapes. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Nevia Doma est 3e devant Vollering et Anna van der Breggen. Du côté de classement du maillot vert, Lorena Wiebes est en tête avec 30 points d'avance sur Marianne Vos pour le moment. Kim Lecourt est 3e et prend un petit peu d'avance sur Demi Vollering sur cette 3e place. Du côté du classement de la montagne, c'est Elise Chabet qui se retrouve à avoir 12 points d'avance sur Smulders. Brody Chapman, elle est 3e dans ce classement avec 15 points de retard. Et puis on retrouve ensuite Julie Bégaud en tête du maillot blanc. Toujours 22 secondes d'avance sur Vinke. Avec une Tissia Rio qui a repris 2 minutes quand même aujourd'hui, qui revient à 8,57 devant Baralé et Marion Bunel qui est toujours à 27 minutes devant Imogen Wolf désormais. Puis le classement par équipe, la FDJ Suez qui l'a gagné aujourd'hui et donc qui reprend 3,50 sur l'étape, donc 5,54 de retard désormais pour Adja Insurance. La Canyon SRAM 3e devant la Visma et la Liv Alula Jayco. Du côté des autres équipes françaises, eh bien 15e pour Arkea, 17e pour Cofidis, 18e pour Wingspace et la Saint-Michel qui est pour l'instant en dernière position dans ce classement, mais qui, je rappelle, a eu 2 hors délai dès la 2e étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, eh bien, on se retrouve dès demain, 7 h, pour la présentation de l'étape numéro 7 du côté de ce Tour de France 2025. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.